Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. It's never my hope to leave Gaza. I am searching for the safety of my children. The aggression, the violence, the bombardment, the airstrikes. We had to make a choice. Il n'y a que la seule solution de sortir du Gaza pour vivre. Les autorités égyptiennes ne laissent personne passer sans l'accord des Israéliens. À quel titre les autorités israéliennes peuvent-elles décider de qui va mettre un pied ou non en France? C'est eux qui nous bombardent et c'est eux qui décident qui sort, qui va vivre et qui va mourir en fait. In order to travel from to the bar Gaza, everyone had to pay an Egyptian company $5,000. You are buying lives, in fact. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre toute première édition de Face Cachée, la nouvelle émission d'enquête du média. Notre objectif, dévoiler ce qui reste dans l'ombre, révéler des mécaniques cachées, montrer ce que certains ne veulent pas que vous voyiez. Mais c'est aussi engager le débat sur ces sujets, prendre de la hauteur, discuter des possibilités d'évolution. Face Cachée vous sera proposé au fil des semaines sous deux formats. Le grand format, sur lequel nous vous accueillons ce soir, où nous vous proposons un reportage enquête suivi d'un débat avec un invité spécial et les journalistes auteurs de l'enquête, mais aussi un second format, plus court, où un journaliste viendra face caméra vous expliquer ses recherches en faisant intervenir différents protagonistes. Ce soir, pour notre grande première, nous avons choisi de commencer par Gaza, en posant une question fondamentale. Comment les 2 millions de Palestiniens de Gaza peuvent-ils échapper au massacre en cours ? Nos journalistes ont été à la rencontre de ces Gazaouis qui ont réussi à passer la frontière du sud de la bande de Gaza pour rejoindre l'Égypte et parfois la France. Alors que le procureur général de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre les leaders du Hamas et contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, le média vous fait plonger dans la quête des Palestiniens pour leur survie. Une seule solution s'offre à eux, fuir Gaza, cette prison à ciel ouvert. Vous découvrirez comment Israël impose ses desiderata, même à notre pays. Vous découvrirez le business de la mort mis en place par un homme d'affaires égyptien, proche du pouvoir, et qui extorque des sommes considérables aux Palestiniens qui cherchent à survivre. Gaza, fuir le génocide, l'impossible quête, c'est la face cachée de la guerre totale que mène Israël contre les Gazaouis. Une enquête de Myriam Laribi et Maïlis Kider. On se retrouve juste après. Gaza. Sur ce territoire anéanti, plus de 2 millions de Palestiniens sont pris au piège. La moitié a moins de 18 ans. En plus du blocus terrestre, maritime et aérien mis en place en 2007, les massacres engagés depuis le 7 octobre 2023 ont fait des dizaines de milliers de morts. Les Gazaouis ont tous été déplacés à plusieurs reprises. Dès le 9 octobre, après l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant annonce le siège total de Gaza. Depuis, habitations, hôpitaux, écoles, universités et lieux de culte ont été détruits. Gaza est une prison à ciel ouvert. Un minuscule bout de terre de 45 km de long et 6 à 12 km de large, où règne la peur, la faim et le manque de soins. Sur ce territoire, l'un des plus denses au monde, Israël bloque l'aide humanitaire aux frontières. Pour les Palestiniens, quitter leur pays est devenu l'unique solution pour survivre. Car toute la population a été touchée par les bombardements, les tirs ou la famine. Certains ont pu rejoindre la France, comme Amina et Sarah. في 7 أكتوبر قامت الحرب علينا في غزة. بدأ القصف عشوائي في كل مكان. في المنطقة اللي أنا موجودة فيها طبعا هددوا بعض البيوت بالقصف.
فإحنا خرجنا من المنزل ورحنا على مدارس الأونروا. قصفوا حوالينا بقذائف فسفورية. طبعا الفسفور بنتشر الرائحة وبنتشر الغبار كثيف في المكان. فقررت أنا يوم الخميس إن أنا أرجع على بيتي، كون إنه المكان اللي أنا فيه مكان خطر يعني كمان في التنفس، لأن أنا عندي مشكلة في التنفس أنا وابني الصغير، فما تحملنا نضلنا في المكان. جالسين كلنا في البيت. في لحظة كل البيت يعني تم استهدافنا مباشرة، وقصفوا البيت علينا وأصبنا أنا وأبناء وزوجي. كون إصابة صعبة، الدكتور أبلغنا إنه هو حيتسجل في العلاج في الخارج. Mon mari, il a un petit commerce. Moi, professeur de français, on n'avait rien à se reprocher, donc on se disait que voilà, on était en sécurité entre guillemets. Il y a eu des bombardements dans le quartier qui est juste en dessous du mien. On n'a pas eu le temps de réfléchir en fait, on était en mode survie là. J'ai pris mon enfant qui avait à peine 2 ans, donc il ne marchait pas très bien, donc je l'ai pris dans mes bras, mon sac, et mon mari a pris mes 2 enfants par la main et on a couru. Donc mes enfants ils criaient et on ouvre la porte d'entrée du coup de l'immeuble et on se rend compte qu'on voit rien. Il faut s'imaginer une scène de poussière, de fumée, de flammes et les bombardements continuent et s'approchent dangereusement. Donc on a tous décidé d'aller dans une école UNRWA. Il faut faire une queue interminable pour remplir de l'eau, une queue interminable pour aller aux toilettes. Et on n'a pas de matelas, on n'a pas de couverture, il fait froid la nuit, on dort à même le sol sur le carrelage. Les fenêtres elles sont toutes explosées, donc c'est terrible. En fait, c'est pas possible quoi. Même dans une école UNRWA, on n'est pas en sécurité, donc on va faire quoi? C'est pas possible, on peut pas attendre la mort comme ça. Et là, je me rends compte que il y a que la seule solution de sortir en fait de Gaza pour vivre. Motaz a 22 ans. Lui aussi a réussi à passer la frontière. The life in Gaza, you can call it as a survival battle on everyday like basis. You wake up in the morning and you just wanna to have food, have water, have the necessities. We were depending on the canned food that we were getting from the country that support us. On top of that, there is no electricity at all in Gaza. We were trying to find someone that has a solar energy system in order to charge our phones and our essentially electronic appliances. My brother Samer passed away. He was killed by the Israeli forces on the 18th of October while he was praying by airstrike that targeting the mosque while there were a lot of people praying. Samer was a very kind one. He was supportive. He's a memory to us and will always be in our hearts. He is a beacon of light in the darkness of our grief. The decision of leaving Gaza, it wasn't a simple one. But with all of the aggression, the violence, the bombardment, the airstrikes that instilled the fear and terror in us, we had to make a choice, my family and I, and we decided to leave Gaza in order to seek a safe place. D'autres n'ont pas encore eu la chance de partir. Nous avons pu joindre Mohamed, la cinquantaine, qui est coincé avec sa famille sous les bombardements. I have my house in Jabalia city in the north of Gaza. After the war started, I got a call from the Israeli Defensive Force asking me to leave my house because there is a military operation in the area. I moved from my house to another house also in the north, but finally the Israelis asked the people of the north to leave to the south of Gaza. So I left the north of Gaza to the south with my children. Pour échapper à l'enfer qu'Israël leur fait vivre, des centaines de milliers de personnes cherchent à fuir. La seule voie qu'ils peuvent espérer emprunter est celle qui mène de Rafah à l'Égypte. Mais sortir de Gaza librement est impossible. Depuis le 7 octobre, pour sortir de Gaza,
tous les Palestiniens doivent obtenir l'autorisation de la coordination de la frontière. En théorie, l'Égypte contrôle le passage depuis Rafah, mais Israël, qui occupe Gaza, impose ses règles. Personne ne peut sortir sans son autorisation. L'accord sur le corridor de Philadelphie, signé en 2005 entre les deux États, implique un système de coordination et de liaison pour l'échange de renseignements en temps réel. Chaque jour, la coordination de la frontière affiche des listes contenant des dizaines de noms. Ces listes apparaissent sur un canal Telegram et une page Facebook. Elles mentionnent publiquement le nom, le prénom et la date de naissance de chaque personne autorisée à s'en aller. Un tri élaboré de façon opaque. La juriste franco-palestinienne Razan Nidal, fondatrice du Comité national d'accueil et de soutien aux rescapés du génocide en Palestine, dénonce cette mainmise d'Israël sur la frontière. Les autorités égyptiennes ne laissent personne passer sans l'accord des Israéliens. Il y a un certain nombre de familles qui sont arrivées de manière éclatée. Enfin, les cellules familiales, elles ont été brisées dans les opérations d'évacuation. Donc on se retrouvait avec notamment femmes et des enfants qui demandent l'évacuation de pères restant à Gaza, qui étaient prévus à la base pour être évacués. La France a fait sortir de Gaza environ 260 de ses ressortissants et agents de l'Institut français. Sarah a pu partir avec ses 3 enfants grâce à leur double nationalité, française et palestinienne, mais son mari, n'apparaissant pas sur les listes, est toujours coincé à Gaza. J'essaye de contacter le consulat de Jérusalem. Donc je leur dis bien qu'on est 5, qu'on veut être évacués. J'ai envoyé toutes les informations, j'ai envoyé la photo de passeport, comme moi j'ai fait, avec mes enfants et moi-même. Et ça bloque. Pourquoi il n'est pas rapatrié jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi son nom ne figure pas sur la liste, je ne comprends pas. Il y a eu 3 rapatriements après le mien. Donc c'est pas normal en fait. C'est eux qui nous bombardent et c'est eux qui décident qui sort, qui va vivre et qui va mourir. En fait, c'est scandaleux en fait. En tant qu'autorité française, on ne peut pas accepter ça. J'ai besoin qu'il soit avec moi, auprès des enfants. On a tous besoin de lui. Tous les jours, mes enfants ils me disent « j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de papa, j'ai besoin de papa ». Il est papa de 3 enfants français, il est mari d'une Française, il doit être rapatrié. Amina a 5 enfants. En novembre, elle aussi a été séparée de sa famille. Son fils de 13 ans, gravement blessé, a été évacué pour être soigné en Égypte, puis en France. Pour l'accompagner, elle a dû prendre une décision déchirante. أنا بلغت يعني الناس في التنسيق اللي على المعبر إنه أنا ممكن أجيب أولادي أو طفلي الصغير اللي معي قال لي ممنوع يا إما يعني المسموح فيه مريض ومرافق فقط. وفيش خلاف في القانون أنا فاهمة هذا الكلام بس لأنه الوضع إنساني. شعور صعب بتتركي أطفالك وراكي والصغار وخاصة إنه في طفل بيبي يعني أنا يوم ما تركته يوم ما هو بطل يرضع مني كان هو بيرضع مني. فكان شوية صعبة كده على الطفل يعني لما أنا يعني اتصلت فيهم بالليل تقريبا كانت الساعة 3 وهو لسه بيبكي ما هو فيش خيار قدامي يا بخلي يروح لوحده يا بفضل أنا في غزة بروح لوحده يا بروح أنا والباقي بيفضل في غزة ما هو يعني القرار صعب شوية لأنه طفل ومريض ومصاب وما بيقدر يتحرك من مكانه وحيطلع لوحده على مصر. أنا ما بقدر بدي أقول أرجع على غزة والحرب لسه مستمر لأن أنا حرجع على مكان ممكن يعني أنقصف فيه وأتصاوب فيه أنا وأولادي كمان مرة. فأنا الإشي اللي بدي إياه الآن هم أولادي يجوني مش أنا أرجع على غزة وأرجع تحت القصف والدمار. Le collectif des avocats France-Palestine ne comprend pas qu'une obscure coordination entre Égyptiens et Israéliens décide du sort des Palestiniens, y compris ceux que la France a décidé de prendre en charge. Ça me semble lunaire, en tout cas. Lunaire. Parce que là, au-delà du fait qu'Israël opère un contrôle de fait, ça fait longtemps que nous le savons, toutes les frontières de la bande de Gaza sont contrôlées par Israël, soit directement, soit par le biais des autorités égyptiennes qui relaient les directives et qui appliquent les directives et les interdictions données par Israël. À quel titre les autorités israéliennes peuvent-elles décider de qui va mettre un pied ou non en France ?
On ne sait pas sur quels critères Israël met les gens sur les listes ou non. Pas du tout. Non. Mais je sais même pas, on ne sait même pas si les autorités françaises le savent, en fait. Quels sont les critères établis, on ne sait pas, en fait. Et d'ailleurs, elles indiquent qu'elles ne le savent pas. Ouais. Elles indiquent que lorsqu'un refus leur est opposé, il n'y a pas d'explication du refus. Le collectif tente de réunir les familles séparées. Pour cela, les avocates interpellent des institutions et ont introduit des recours devant les tribunaux administratifs. Les premiers cas qu'on avait portés, la boucle c'est toujours la même, c'est Consulat de France à Jérusalem et cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui est spécialisée exactement dans ces types de situations, notamment de sortir des gens des zones de guerre. Et en premier lieu, on avait des réponses un petit peu générales et automatiques, type nous avons pris connaissance de ce cas, nous traitons. Voilà. Sachez que tous les efforts sont mis en œuvre pour faire sortir cette famille ou celle-là de Gaza. Voilà. Dans le cadre des demandes, à l'issue des demandes répétées, en fait, on a engagé quelques contentieux pour essayer de faire bouger les choses, essayer de faire bouger les lignes, ou même ne serait-ce qu'essayer d'avoir des réponses, en fait. Et là, je dirais qu'on fait face à beaucoup de silence. Bonjour, Maëlys Kider pour le Média. Sur les sorties de Gaza, pourquoi l'autorisation d'Israël est nécessaire ? Il y a besoin d'une autorisation d'Israël pour la sortie de la bande de Gaza. Pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça, il y a besoin d'une autorisation d'Israël pour la sortie de la bande de Gaza. À plusieurs reprises, nous avons interrogé la diplomatie française sur ces mécanismes opaques. Sur quelle base juridique et légale ces décisions se font-elles ? Ces sorties, en fait, sont le résultat de démarches des autorités françaises qui sont menées à très haut niveau vis-à-vis des autorités israéliennes et vis-à-vis des autorités égyptiennes. Et ça a été le cas, notamment, ça a été un point que le ministre a eu l'occasion de discuter avec son homologue israélien et son homologue égyptien lors de sa dernière visite. Dans le corps diplomatique français, on connaît bien les difficultés rencontrées lors des négociations avec l'État d'Israël. Des sources bien informées nous confient. Les Israéliens, vous savez comment ils sont, toujours dans le rapport de force. Vous leur demandez quelque chose, ils vous demandent quelque chose en échange. Avec les autres pays, ça n'arrive jamais que des négociations pour faire sortir des ressortissants se déroulent à ce niveau, au niveau du ministre en personne, sauf quand ce sont des otages d'État. Évidemment, ces sorties ne peuvent pas être rendues possibles sans cette discussion avec les autorités israéliennes et sans une discussion avec les autorités égyptiennes. Mais nous faisons... Pourquoi les autorités israéliennes ont leur mot à dire ? C'est pas un territoire qui est censé être contrôlé par Israël. C'est un territoire où il y a une administration qui s'appelle le Kogat, qui est une administration israélienne qui gère les territoires. Et c'est à cette administration... Pardon ? Colonial, donc. Ça, j'en sais rien. Le Kogat, pour coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, est une branche du ministère de la Défense israélien chargée de mettre en œuvre la politique israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le Kogat a un pouvoir de décision sur les entrées et sorties des territoires palestiniens. Sur ses réseaux sociaux, il se présente comme un organe humanitaire. Our cooperation with the international community is the engine that powers the humanitarian efforts in the Gaza Strip. We coordinate with the US, Egypt, and the UN to identify the best ways to facilitate the implementation of humanitarian efforts on the ground. Derrière cette façade, le Kogat est en réalité une instance coloniale qui s'impose en tant qu'interlocuteur avec l'Égypte et les différents pays étrangers, dont la France. Ceux qui sont encore à Gaza n'ont plus de perspective. It's never my hope to leave Gaza, but because of this war, I am searching for the safety of my children and my family. They are children, they don't understand war, they don't understand conflict, so I want to get safe by leaving Gaza to France. Mohamed est chercheur à l'Université islamique de Gaza. Celle-ci a été bombardée en octobre 2023. Mohamed est lauréat du programme PAUSE du Collège de France, qui vise à faire sortir des chercheurs de pays en guerre.
En décembre, il a signé son contrat avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Malgré cela, ni son nom, ni celui de sa femme et leurs 5 enfants n'apparaissent sur les listes. As far as I know that the BAUS program main objectives is to help the researcher in conflict area to leave these areas and to work research in France. I thought all the time that the French government will help me to get a visa and to go out to travel to France, but I don't know why this time France is not helping me to get out of Gaza. And I am informed that not only me, but there is still another 10 researchers who got this scholarship from BAUS program, but none of them could leave Gaza till the moment. Ses collègues de l'IRD se battent depuis des mois pour que la famille puisse sortir. Le programme PAUSE, en théorie, c'est merveilleux. C'est exactement ce que le monde académique devrait être. C'est une solidarité internationale en œuvrant à l'éducation, en œuvrant à la recherche. Cette exception du programme PAUSE pour les Gazaouis, ça me fait dire qu'on devrait peut-être mettre un bandeau au travers du site web du programme PAUSE disant « ouvert à tous les chercheurs du monde, excepté les chercheurs palestiniens ». On travaille avec une personne entière et c'est vrai que cette situation était inimaginable. Et l'est encore pour moi aujourd'hui. Je me dis, c'est comment est-ce possible de publiquement autoriser, donner une bourse, valoriser, dire on va accepter cette personne en exil et ne pas lui en donner les moyens, très concrètement. Il y a un cynisme dans cette histoire qui est vraiment d'une violence. À moins d'être binationaux ou de bénéficier d'une sortie diplomatique, pour apparaître sur les listes, les Palestiniens doivent le plus souvent payer une entreprise privée égyptienne. Motaz et sa famille en sont passés par là. In order to travel from to the bar Gaza in such circumstances, you have to communicate with a company. It's named Hala. This company is an Egyptian company that force you to pay like a plenty amount of money. My family and I we were about 9 or 8 people, and we had to pay everyone. We have had to pay $5,000, and there is extra fee, of course, for the brokers. There are brokers because we didn't have anyone in Egypt at that time, and they wanted also to take a commission from that amount of money. Ya Hela signifie « bienvenue » en arabe. Sur sa page Facebook, Hela se décrit comme une entreprise qui fournit des services de voyage, de tourisme et de transport de passagers VIP au point de passage terrestre de Rafah avec des services du plus haut niveau. L'entreprise a été créée en 2010. Mais depuis la guerre, le business a évolué. Les prix ont explosé, atteignant 5 à 15 000 $ par adulte, simplement pour faire quelques centaines de mètres qui séparent Rafah de l'Égypte. Plus ils peuvent payer, plus les Gazaouis ont de chances de quitter l'enclave rapidement. My father has a job, aluminum shop, and it is his life savings, as we say. And my brother Muhammad in the US contributed as well. My brother Manar in Iceland contributed in the amount as well. Although they told us that it would be just 3 to 4 days and it won't be long, just pay the amount of money. It took about 1 month in order to our names to appear in that list to be allowed to travel to Egypt. Hala appartient à Ibrahim Al-Organi, un richissime homme d'affaires égyptien proche du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon une enquête du média Middle East Eye, Hala aurait gagné 118 millions de $ entre février et avril 2024 sur le dos des Palestiniens qui tentent de fuir. Une fois l'argent récolté, il faut connaître quelqu'un qui se rende en Égypte pour payer Hala. Venus d'Europe, Hind et Faisal ont voyagé jusqu'au Caire pour aider des amis à fuir. The conditions of Hala, where the money has to be only in dollar, only cash, only $100 bill, 100. So 50s, 20s, they don't work. We walked in the building where Hala office is, and there was
approximately around 70 people that were waiting to get in to register their families. And it was a bit of chaos because there was a guard, a mean guard, who was speaking disrespectfully to people, like treating them, when I say sit down, you sit down. I don't want to hear anyone speaking. À son arrivée dans la salle de paiement, le duo assiste à une scène digne d'un film de mafia. The room was a bit atypical. It was like 3 tables with 3 men with money counting machines, like in a bank. And each one gave the $100 bills, which were mandatory to give $100. Apparently the machine were just counting hundreds. So we had $35,000 for that family. He counted, and at the end of the room to the left, there was a free table with a mountain of dollars that apparently, I heard from another person that went there, every night they come out in bags with armed personnel and they put the money inside vans and drive away. And so we got like a kind of receipt with no amount. It was like a secretive mission. It was like trading something illegal. I had the feeling of this world immoral, illegal, but there is no other way, because you are buying lives, in fact. Mais peu de Palestiniens ont les moyens de payer ces sommes. Actually, this is like heartbreaking question for me because I had many friends and like I had a really best friend of me, Hassan, and he is now in Gaza and we talk every day. We are trying to keep in touch, but he can't afford such amount of money. Alors, sur Internet, les cagnottes se multiplient pour récolter l'argent qui ira dans les poches du milliardaire. Fondée en janvier 2024, l'association culturelle Sarten vient en aide aux Palestiniens. Depuis cette guerre, elle a récolté des milliers d'euros pour aider à faire sortir des Gazaouis via Hala. Hala, ça a toujours existé. Avant, c'était un chauffeur qui va à Gaza, qui te prend, t'amène dans une salle climatisée et te dépose au Caire, où tu veux aller, genre. Et ça coûtait 250 balles. Je savais que ça existait. Avant, c'était pas toujours sous le même contrôle. Maintenant, là, c'est contrôlé par Argani. Et puis, je pense 10 ans, il a le contrôle total sur... de la région de Rafah et du crossing. Après, je pense que c'est un gars qui profite de la guerre. Je déteste ça. Je pense que tout le monde déteste, c'est horrible. Il y a des milliers et des milliers de dollars qui sont envoyés à lui et je ne comprends pas. Avoir fait partie de ce phénomène-là, de ces gens en fait, qui ont donné de l'argent à ce mec-là, ça va nous hanter, hein. Clairement, on le dit. Ça n'a pas du tout été facile de se dire, moralement, de se dire on a envoyé de l'argent et c'est allé dans les poches de ce mec-là. But when you are a family member of someone in Gaza, when you put yourself in the place of the person who's trying to get his family out, you just say whatever it takes, even if I'm gonna lower my dignity standards, everything that I believe in, my beliefs, I don't care. I'm just gonna do it, whatever to make my people survive. Malgré les appels au cessez-le-feu et le risque génocidaire pointé par la Cour internationale de justice, Israël poursuit les bombardements sans relâche. Ethnic cleansing has been happening since 1948 in Palestine, and it's continuing today. House by house, hectare by hectare, land by land, tree by tree. And now they're taking the children. They don't want us to be on earth at all. So they are trying to wipe us from the earth. Chassés de leur foyer et empêchés de quitter Gaza, beaucoup doivent désormais imaginer leur futur sans leurs proches. حكيت له 2 3 وإن شاء الله بنعالج برجع. ما توقعت الفترة هاي كلها الآن لي 5 شهور أنا خارج عن غزة. طفل صغير يعني الطفل صغير مع يمكن كمان سنة ما يعرفني. ما يعرف إنه أنا أمه. يعني سنة من خروجي من غزة ويكبر الولد وبيمشي هالقد صار يمشي ابني. يمكن بعد سنة ما يعرفني.
je suis forte, oui. Je peux rester forte pour mes enfants, mais je ne veux pas être forte sans lui. Je ne peux pas me retrouver à 28 ans veuve. Je n'ai pas la force mentale à me dire je vais retourner et voir toute cette violence. Je ne peux pas en fait. Donc j'essaye de me dire que je vais redémarrer une vie de zéro. We had to leave our home, the streets I grew up in, with all of the memories we had in it. And all of these just I feel nostalgic about. I feel with the guilt to leave our people, our home, our friends behind. I wanted to finish college. I had dreams and aspirations, but eventually everything vanished and our dreams and aspirations with them. Nous sommes donc de retour sur le plateau de Face Cachée, aux côtés de Myriam Laribi, Maïlis Kider. Vous êtes les deux journalistes auteurs de l'enquête que nous venons de voir. Bonjour. Et nous accueillons Alain Grèche. Vous êtes journaliste spécialiste du Proche-Orient et notamment directeur du site d'information Orient 21. Vous venez de publier un livre paru aux éditions des Liens qui libèrent, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Et c'est paru au mois de mai, donc tout récemment. Merci d'être avec nous. On vient de voir ensemble les grandes difficultés qu'ont les Gazaouis à sortir de la bande de Gaza, à fuir la guerre, et le contrôle absolu qu'impose désormais Israël sur la sortie de Gaza, sur Rafah notamment, et qui s'impose du coup aussi à la France. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de Gazaouis qui devaient rejoindre la France, ils restent encore coincés à Gaza alors que désormais tout est bloqué? C'est très difficile à savoir. Les autorités françaises ne communiquent pas sur le nombre de Gazaouis qui doivent sortir. 260 ressortissants français ont été évacués depuis le 7 octobre. Mais en termes de Palestiniens, les Palestiniens, ceux qui ont de la citoyenneté, qui sont palestiniens et qui ont des liens avec la France, soit parce qu'ils travaillent pour l'Institut français, soit parce qu'ils sont conjoints de Français ou parents de Français. On ne sait pas combien doivent sortir. Notre enquête permet de dire qu'il y a au moins 200 personnes, au moins. C'est vraiment à la louche et c'est impossible de savoir parce qu'on nous communique pas les chiffres. On les a demandés et on les obtient pas. C'est pas quelque chose où il y a de la transparence. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France peine à appliquer la doctrine qu'elle-même a mise en place, c'est-à-dire rapatriement des Français, évidemment, des Français et des binationaux, donc franco-palestiniens, avec leurs ascendants, leurs descendants, leurs conjoints, et aussi pour les employés de l'Institut français, leurs ascendants, leurs descendants et leurs conjoints. Et on voit bien dans le documentaire ces avocates, Lina Igar et Amel Delimi, qui ont introduit des recours devant la justice administrative et qui peinent à faire appliquer cette doctrine. Donc on sait qu'il y a en tout cas encore des familles de franco-palestiniens ou de Français qui sont coincés à Gaza. D'accord. Et que deviennent déjà les personnes que vous avez interrogées? Parce que Mohamed, donc, qui est le chercheur qui était censé bénéficier du programme PAUSE, est toujours coincé sur place. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui, on a de ces nouvelles parce qu'on
parle avec lui de temps en temps. Et ce qui est sûr, c'est que les gens ne peuvent plus sortir de Gaza. Il n'y a plus de liste depuis le 6 mai, donc depuis la prise de Rafah par Israël. Et donc, Mohamed, qui était censé disposer d'une sortie sur demande de la France, parce qu'il est lauréat du programme Pause, est coincé et ne peut pas sortir avec sa famille. Donc, en fait, les sorties sont simplement coincées depuis bientôt 3 semaines. Il y a la même chose pour les familles de Sarah et de Amina. J'ai parlé avec Amina hier et elle n'a aucune nouvelle directe de ses enfants et de son mari depuis plus d'une semaine. C'est vraiment l'angoisse totale pour elle. Heureusement, elle a pu joindre sa sœur qui n'habite pas dans la même ville mais qui, elle, a eu des nouvelles et elle lui a garanti qu'ils allaient bien. Mais ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas pu parler à ses enfants, voir son bébé, etc. La situation est vraiment dramatique pour ces familles. D'ailleurs, vous avez été questionné le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay avait annoncé qu'il y avait des mesures accélérées pour les familles, justement, d'enfants palestiniens soignés en France. Ces mesures accélérées, vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que ces familles étaient au courant? Parce que vous aviez absolument pas. Les familles ne sont absolument au courant de rien. Ce sont des effets d'annonce. On peut le dire parce que nous sommes en contact indirect avec toutes les familles d'enfants blessés en France. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 12. Il y a 12 enfants blessés en France avec un accompagnant. Le Quai d'Orsay nous assure qu'il y a des mesures accélérées pour faire venir le reste des familles parce qu'on leur a dit c'est un déchirement, vous séparez des bébés de leur mère, etc. Et on nous dit ça parce que oui, à procédure accélérée, mais ils n'ont absolument aucune information. Et quand on demande même au Quai d'Orsay, alors elle est où la procédure accélérée? Où est-ce qu'on trouve? Il est où le lien? Le site internet? L'administration à laquelle il faut s'adresser? Qu'est-ce que c'est en fait la procédure? Il n'y a rien du tout. Rien. Donc il n'y a rien en fait. C'est juste des effets d'annonce pour dire on gère, alors qu'en fait ils ne gèrent absolument rien. Les familles sont toujours séparées et la situation est dramatique et rien n'est fait. En tout cas, rien n'est fait, même pas pour les rassurer, pour donner une deadline, pour dire voilà la démarche, voilà qu'il faut s'adresser. Ils savent absolument pas quoi faire. Ils sont totalement démunis. Alors justement, et parce que ça c'est la question du rapport de la France avec les institutions israéliennes, puisque maintenant c'est Israël qui gère totalement les sorties. Et je me tourne vers vous parce que on a découvert dans ce documentaire qu'en fait c'était le COGAT, donc une administration israélienne liée au ministère de la Défense, qui gérait ces listings et donc qui indirectement empêche la France finalement de récupérer, d'appliquer sa propre doctrine. Ce COGAT, est-ce que c'est le même, puisque c'est quand même lui qui applique les directives politiques israéliennes en territoire palestinien, donc est-ce que c'est le même qui s'occupe des colonies en Cisjordanie? Est-ce que c'est le même qui gère l'accompagnement des nouvelles implantations de colonies en Cisjordanie, qui gère les checkpoints? Enfin, est-ce que la France coopère avec une institution qui est coloniale par essence, et est-ce qu'elle peut faire autrement? Moi, je voudrais faire juste une petite remarque après les images que nous avons vues. Ce qui me frappe, encore une fois, c'est que ces images qui sont disponibles depuis des mois, on ne les a pas vues sur les télévisions françaises et européennes. On a une image de destruction d'un niveau inimaginable qu'on n'a pas vu ni en Ukraine, ni ailleurs, et qui n'ont pas percé le mur du silence en France. Et je trouve ça... au-delà même de la situation des Franco-Palestiniens, vraiment, ça interpelle. Alors, ensuite, il y a le problème de la manière dont la France coopère avec l'administration qui gère les Palestiniens des territoires occupés, qui gère ces territoires occupés. Bon, c'est pas elle qui choisit l'interlocuteur, c'est-à-dire le gouvernement israélien... Elle ne le dénonce même pas. Alors, c'est pas seulement qu'elle ne le dénonce pas, c'est que les Israéliens ont instauré, avec les autorités européennes notamment, une espèce de rapport de force qui fait qu'on se sent obligé de céder à leurs injonctions sans raison. Et alors évidemment, un gouvernement seul ne peut rien, mais si, par exemple, les gouvernements européens avaient une attitude commune vis-à-vis de cette administration, il y aurait des moyens de pression. Mais il y a l'idée en France que Israël ne cède pas aux pressions, ce qui est un mensonge absolu. Ils ne cèdent pas aux pressions parce qu'elles n'existent pas. Et je veux dire, si on voulait défendre nos ressortissants comme les autres ressortissants européens, il y a des moyens pour la France et l'Europe de faire pression. Mais la France, il n'y a jamais eu ces pressions. Il y a un exemple qui m'a toujours semblé intéressant. Vous savez que les Européens ont des consulats à Jérusalem-Est occupé. Tous les ans, depuis des années, il y a un rapport qui sort sur la politique israélienne à l'égard de Jérusalem. Et
Donc c'est demandé par l'Union européenne et ensuite c'est enterré. L'Union européenne ne fait rien et il a fallu qu'il y ait des fuites et que ça soit publié pour qu'il y ait une réaction. Mais enfin, non, il n'y a pas eu de réaction. C'est un rapport qui parle de l'annexion, en fait. Oui, qui parle de l'annexion, qui parle de la construction de colonies à Jérusalem-Est, etc. Donc, et on laisse faire. Et chaque fois, c'est la même chose. Il y a eu le bombardement de l'Institut français à Gaza. Il y a plein de choses. Ça ne suscite jamais de réaction, comme on le ferait si c'était les Russes qui faisaient ça ou d'autres. Et je pense que ça, c'est inquiétant. Donc, le problème, c'est le niveau de pression que la France, les Européens, sont prêts à mettre sur Israël. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Excuse-moi, je voudrais juste ajouter justement que dans le documentaire, on a mis ce qu'on nous a dit en off par rapport à ça. C'est vous les Israéliens, vous savez comment ils sont toujours dans le rapport de force, etc. Et ça, je trouve que c'est très parlant et ça dit le niveau en fait, ils subissent. C'est comme s'ils subissaient la diplomatie française et qu'ils pouvaient pas imposer à un moment donné, taper du poing sur la table, dire ces gens, on les prend sous notre responsabilité, vous les laissez sortir immédiatement. La France n'a pas les moyens de faire ça. C'est exactement ce que dit Alain Grèche. Et j'abonde totalement dans ce sens. On sent vraiment une espèce de léthargie comme ça, de paralysie face aux Israéliens qui imposent leurs règles. Ils sont dans le rapport de force, mais eux seuls sont dans le rapport de force. Oui. Les Européens sont dans la capitulation. Ne le maintiennent pas. Mais comment on peut expliquer cette réalité? Parce qu'il y a aussi la question de la réaction, ce que vous disiez tout à l'heure sur la réaction, ou sur le manque de réaction, en tout cas sur ces images de destruction massive de villes entières, de dizaines de milliers de morts, qui ne finalement génèrent pas vraiment de réaction diplomatique. Depuis 15 ans, ça n'a pas toujours été le cas, mais la France finalement accepte de facto la politique israélienne de colonisation. Je veux dire, au-delà de la condamnation formelle, il n'y a jamais la moindre action faite. Et c'est lié évidemment avec la politique générale de la France, qui est une politique aujourd'hui, je veux dire, on le voit, je veux dire, il y a quelques pays européens qui vont reconnaître la Palestine, pas la France. Oui, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est la France qui était à l'avant-garde, non pas du soutien aux Palestiniens, du soutien au droit international. C'est-à-dire, tout le monde considère que Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est sont des territoires occupés. Mais la France faisait quelque chose pour changer ça. Depuis 10 ans, la politique française, c'est de dire, bon, maintenant c'est fini la Palestine, et donc faisons avec les Israéliens, et s'ils nous imposent des choses, on les accepte. Et non seulement la France accepte cette colonisation, mais en plus, dans le film, on voit bien que quand on a confronté le porte-parole du Quai d'Orsay, il ne sait pas pourquoi Israël a son mot à dire sur les sorties de Gaza. Il dit... Israël doit donner son avis et quand on le relance, on a bien essayé d'avoir une justification concrète en demandant pourquoi Israël donne son avis sur des sorties de Gaza alors que les Gazaouis sortent par l'Égypte. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut bien le redire, à aucun moment, les Palestiniens ne passent par Israël pour s'en aller. Et on voit bien que le Quai d'Orsay n'a pas de réponse à nous donner et donc laisse faire ça et en plus coopère avec le COGAT, donc c'est le ministère de la Défense qui choisit qui sort ou non de Gaza, en même temps qu'il choisit qui et où bombarder les Palestiniens. C'était le cas avant le 7 octobre, parce que Gaza est un territoire occupé. Les Israéliens disent on s'est retiré en 2005, mais c'est de la plaisanterie. C'est-à-dire ils contrôlent les entrées, ils contrôlent les sorties, ils contrôlent l'espace maritime, ils contrôlent l'espace aérien, etc. Et là, on a un exemple concret que, oui, effectivement, il faut l'autorisation israélienne parce que c'est les Israéliens qui ont le pouvoir, c'est tout. Ça pose aussi quand même une question, c'est le rôle de l'Égypte, parce que la frontière avec Gaza, c'est quand même aussi la frontière égyptienne. On a vu dans votre enquête que y a cet homme d'affaires égyptien très proche du pouvoir, Ibrahim El-Organi, qui visiblement a mis la main sur l'ensemble du Sinaï via son réseau d'entreprises, et qui arrive, moyennant finance, à faire inscrire des gens qui payent sur les listes faites par Israël. Donc on se pose un peu la question des relations un peu commerciales ou de corruption peut-être entre l'Égypte et Israël, ou en tout cas entre certains réseaux égyptiens et Israël. Et puis surtout le rôle donc du pouvoir égyptien dans cette situation, parce que finalement bloquer une frontière, on la bloque d'un côté, on la bloque aussi de l'autre. Quel est le poids réel de l'Égypte? Quel est le rôle de l'Égypte dans cette réalité? Il est très important, mais la stratégie de l'Égypte, c'est qu'ils ont signé l'accord de paix avec Israël et qu'ils coopèrent avec Israël. Et dans tous les domaines, y compris sécuritaires. Il faut rappeler que le Sinaï a connu, entre 2013 et 2 ou 3 ans, une insurrection importante des tribus bédouines, etc. Et il y a eu des bombardements israéliens coordonnés avec l'armée égyptienne. Donc il y a une vraie coopération entre les deux.
Simplement, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que moi je pense qu'au départ, c'est-à-dire après le 7 octobre, l'objectif israélien c'était d'expulser les Palestiniens. Je pense qu'il reste d'expulser les Palestiniens, les 2 300 000, hein, vers le Sinaï. L'Égypte ne peut pas l'accepter, parce que, ne serait-ce que parce que le Sinaï est déjà assez instable. Si on ramène des centaines de milliers de jeunes dont certains sont prêts à tout, donc il y a ces contradictions, et la prise par Israël du pouvoir à Rafah suscite des réactions israéliennes et égyptiennes, je veux dire, et l'Égypte maintenant ne permet plus le passage, y compris de l'aide. Donc il y a des tensions, mais bon, jusqu'où ça va aller? L'Égypte menace, mais je pense que c'est des menaces en l'air, de suspendre l'accord ou de rappeler son ambassadeur. Mais quand même, tout ça se passe sur un fond de coopération stratégique Égypte, Israël, États-Unis, et l'Égypte est très dépendante des États-Unis, et c'est ça qui oriente la politique. Et puis il y a ce gars dont vous parlez, c'est les services de renseignement égyptiens. Alors il a été nommé chef d'une coordination tribale dans le Sinaï pour essayer, ça fait partie de la tentative de l'Égypte de rétablir l'ordre dans le Sinaï, le calme, etc., etc. Et puis, c'est un moyen de financement, je dirais, à la fois individuel et collectif des services de renseignement. C'est-à-dire égyptiens. Chacun prend sa part, ça fait vivre beaucoup de gens, c'est des centaines de millions de dollars, c'est pas rien, en plus qu'on connaît le niveau de vie en Égypte. Et ça alimente toute une économie de la corruption. Et ça, c'est effectivement fait avec l'aval du gouvernement égyptien. Il y a aussi le rapport avec le Hamas, parce que l'Égypte, avec les frères musulmans, il y avait eu une histoire comme ça, ou est-ce que c'est plus du tout d'actualité, cette tension entre l'Égypte et le Hamas? Non, il y a une tension entre l'Égypte et les frères musulmans, c'est l'armée égyptienne a fait un coup d'État contre un chef d'État qui avait été élu démocratiquement, mais qui était frère musulman. Et donc, il y avait une certaine tension avec le Hamas, qui, lui, est issu des frères musulmans, en même temps qui a pris un peu de distance, a dit nous avons rompu les relations, et puis qui surtout, c'est ça que je veux dire, quand on parle des frères musulmans, on a l'impression d'une abstraction. Le Hamas est une organisation profondément inscrite dans la société gazaoui. Les Égyptiens le savent, les services de renseignement le savent, et donc ils savent qu'ils ont besoin de coopérer. Et à différents moments, ils ont coopéré. Et là, par exemple, dans l'accord sur les otages, qui a capoté en dernière minute, on sait maintenant qu'il a capoté en partie parce qu'il y avait eu un plan américain de libération des otages qui avait été avalisé par les Israéliens. Les services égyptiens l'ont transformé pour le donner au Hamas, qui l'a accepté parce qu'il y avait des choses qui avaient été... Et ce n'était pas le même accord. Donc l'Égypte joue un rôle très important. Et puis, c'est une question de sécurité nationale pour l'Égypte. C'est pas la Palestine seulement, c'est la question de ses frontières, du Sinaï, etc. Donc c'est une question très sensible. Mais le gouvernement égyptien navigue à flot avec une opinion publique qui, comme dans tout le reste du monde arabe, est massivement favorable aux Palestiniens, en même temps qu'il n'a pas le droit de manifester. Il y a eu quelques manifestants, ils se sont retrouvés en tôle. Donc ils sont un peu... Et ils ont une situation sociale explosive, donc ils doivent naviguer entre des contradictions, entre beaucoup d'exigences contradictoires. Et sur cette coopération entre l'Égypte et Israël, on rappelle qu'en 2005, donc les deux pays signent les accords de Philadelphie, qui implique un échange d'informations en temps réel à la frontière. Et ce qu'on nous a raconté pendant qu'on réalisait ce documentaire, c'est que les Gazaouis, quand ils veulent sortir de Gaza pour aller en Égypte, sont prises en photo à la frontière. Et ça, c'est envoyé en temps réel à Israël, qui donne l'aval ou pas. C'est-à-dire qu'il y a soit une validation, soit un rejet. Voilà, donc vraiment, Israël est là à chaque étape, c'est-à-dire pour les autorisations, au moment de la sortie, etc. Mais cette coopération, elle pourrait être mise à mal. C'est un petit peu dur à dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Égypte s'est associée à la plainte devant la Cour internationale de justice contre Israël quand même, et que désormais l'Égypte refuse de collaborer avec Israël concernant l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Donc la situation est quand même en train d'évoluer, et l'Égypte est en train de changer un peu de discours. Et sur l'aspect sécuritaire, on n'a pas pu développer dans le docu, mais on a entendu des
des témoignages de situations où l'Égypte, enfin les gardes à la frontière égyptienne font passer certains Gazaouis qui n'obtiendront jamais l'autorisation d'Israël pour sortir, donc peut-être parce qu'ils sont considérés comme des combattants, moyennant des sommes astronomiques. On a par exemple eu un témoignage d'une personne à qui on a demandé 50 000 $ pour sortir de Gaza sans passer par l'autorisation israélienne. Voilà, ça, c'est pas dans le docu, mais on a eu des témoignages assez directs de situations comme ça où l'Égypte aussi, enfin les gardes frontières se permettent des choses qui sont pas dans les règles Donc, en fait, officieuses. La frontière qui est censée être hermétique aux combattants de tous bords ne l'est pas vraiment. Et quand on est un groupe armé qui éventuellement, puis qui éventuellement peut lever des fonds beaucoup plus importants que le simple citoyen gazaoui, là on peut s'échapper. Il y a aussi la question des tunnels, parce que finalement, ça a été quand même un poumon économique, les tunnels qui rejoignent l'Égypte et la bande de Gaza. Est-ce que c'est toujours accessible? Est-ce que c'est... Alors, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années où il y a eu vraiment une pression très forte sur l'Égypte pour qu'elle ferme les tunnels, etc. Mais c'est... La frontière n'est pas close, et même pour des armes, hein, c'est pas seulement les gens qui passent, et pour les produits de première nécessité que Israël peut interdire, elle a interdit le chocolat, pourquoi, je ne sais pas. Donc il y a des gens qui vont exporter d'Égypte du chocolat parce qu'ils pensent que ça va leur rapporter de l'argent. Donc il y a une chose. Il y a des business. Vous savez, il n'existe pas, l'Europe l'apprend aujourd'hui quand elle essaye de fermer ses frontières, il n'y a pas de frontières hermétiques, et malgré tous leurs moyens sophistiqués et je veux dire, on parle souvent du contrôle facial en Chine, etc. Mais il n'y a pas un pays où c'est développé autant qu'en Israël. C'est-à-dire, pour ceux qui regardent les séries télévisées comme Fauda, les séries israéliennes, les Palestiniens, ils sont suivis minute par minute en direct. Donc tout ça ne suffit pas quand même, malgré tout ça. Il y a des failles humaines et il y a des failles parce qu'on ne peut pas imposer... En plus, ce que vous nous dites, c'est que l'argument sécuritaire employé par Israël pour fermer la frontière en disant aucun combattant ne sortira est en fait fallacieux. Oui, tout à fait. Je veux dire, ils n'ont jamais réussi à... Les gens oublient, vous savez, les premières incursions israéliennes ont eu lieu en 2007 ou 2006 ou 2007, c'est-à-dire après le contrôle par avant et après le contrôle du Hamas sur tout le territoire de Gaza. Oui, après leur victoire aux législatives. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que entre les tirs de roquettes ont commencé à partir de Gaza, ont commencé en 2003, alors que c'était Israël qui occupait Gaza militairement. Donc ils n'étaient pas capables, avec leur armée sur place, de l'empêcher. Donc voilà. Et l'argument sécuritaire ne peut pas pleinement tenir, puisqu'il y a des enfants mineurs à partir de 1 an qui sont coincés à Gaza sans parents et qui ne sont pas autorisés à sortir, des bébés. D'ailleurs, j'ai vu Lynn, une des avocates qu'on a interviewée, qui est dans une autre émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a quelques jours. Elle a dit qu'une des mamans d'enfants blessés, elle a demandé à la France, elle a demandé au Quai d'Orsay de retourner à Gaza parce qu'elle ne peut plus supporter de vivre sans ses enfants. Donc elle a dit ramenez-moi à Gaza parce que c'est plus possible. Je préfère aller à Gaza et mourir avec mes enfants. Oui, donc ça crée vraiment des déchirements dans la famille et puis en plus des sentiments de culpabilité parce que certains ont pu sortir par des biais et puis pas d'autres. Partir, mine de rien, dans l'histoire palestinienne, quitter son territoire, partir, parce que là on voit bien que pour certains c'est la seule solution pour survivre à des bombardements qui sont massifs, qui sont partout sur le territoire. Il n'y a pas de lieu sécurisé en territoire gazaoui aujourd'hui. Partir, c'est quand même prendre un risque. Dans l'histoire palestinienne, on le sait parce que c'est la Nakba, c'est l'histoire de 48 où ils ont quitté leur territoire et qu'ils sont restés réfugiés selon l'ONU, mais ils n'ont jamais pu avoir appliqué leur droit au retour. Là, on se retrouve dans un espèce de paradoxe, en tout cas de question où certains veulent partir, d'autres se posent la question de si on part, si effectivement on va dans le Sinaï, il y a un risque fondamental de ne plus jamais pouvoir revenir. C'est une Nakba, c'est une nouvelle Nakba au sens... Il y en a eu... c'est la 3e dans l'histoire palestinienne. Il y a eu 48-49, mais l'Occident n'a rien vu. À l'époque, il n'y avait pas la télé. Vraiment, je veux dire, Le Monde a fait d'ailleurs un article sur la couverture par Le Monde
du conflit depuis 48, depuis 45, et c'est frappant. Ils disent eux-mêmes, ils font leur autocritique. On n'a rien vu, on n'a pas vu, les Palestiniens n'existaient pas. En 67 aussi, pourtant c'était une situation différente. Il y a eu 300 000 Palestiniens expulsés entre Gaza et la Cisjordanie. On n'a rien vu. Non. Là, la différence, c'est qu'on voit. C'est, comme disait l'avocate irlandaise qui défendait l'appel sud-africain à la Cour internationale de justice, c'est la première fois dans l'histoire où on a un génocide filmé par ses propres victimes, et on a toutes les images. C'est ce que je disais au début. Un des problèmes, c'est que ces images, malheureusement, en tous les cas pour les populations occidentales, arrivent au compte-gouttes. Et il y a une volonté de faire fuir. Ce qui est différent, c'est effectivement, on ne peut pas prévoir l'avenir, parce que je pense qu'un des buts d'Israël, c'est de rendre Gaza inhabitable au sens propre. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on a détruit les immeubles, ils ont détruit les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, etc., les écoles, les universités. Etc. Je veux dire, et nous, Orient 21, on a un correspondant là-bas qui, 3 fois par semaine, nous envoie un témoignage. Et c'est vrai que les gens ne savent pas quoi faire. Ils ont d'abord pour but de sauver leur famille. Et puis, ils sont conscients en même temps que s'ils partent, ils ne pourront pas revenir. Mais, je veux dire, en même temps, ils ont besoin de vivre. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de rester et de mourir. Donc, je pense qu'il y a de ce point de vue, on dit beaucoup, Netanyahou n'a pas de stratégie. Je crois qu'il a une stratégie tout à fait claire. C'est que les Palestiniens s'en aillent petit à petit, de retrouver avec une bande de Gaza qui est peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, et c'est tout, qu'éventuellement, ils recommenceront à coloniser. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Parce qu'on a entendu plusieurs ministres israéliens, d'extrême droite, mais aussi des proches de Netanyahou, clairement appeler à une recolonisation, mettre ça en tout cas sur la table, la possibilité de réenvoyer des gens pour aller habiter la bande de Gaza, mais en même temps, ils ferment. Alors, ce qui est un peu aussi... Là, aujourd'hui, ils occupent Rafah, ils ferment. C'est-à-dire qu'on est dans un... Ils sont enfermés, les Palestiniens sont enfermés dans un territoire clos, en tout cas majoritairement clos, et ils se font bombarder. Oui, mais en même temps, je crois que c'est d'autres correspondants qui disaient, s'il y avait une volonté commune de passer la frontière, les gens passeraient la frontière. Parce que s'il y a 300 000 personnes, aucune armée égyptienne ne pourra les arrêter. Donc mais les gens sont, enfin, de ces témoignages, on voit bien que les gens, ils sont partagés entre le désir de sauver leur famille et le fait qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviendront pas. Donc voilà, mais l'histoire est ouverte là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les semaines qui viennent. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que je peux juste dire un dernier petit mot de la fin, c'est remercier tout le monde, remercier le média pour nous avoir permis de faire ce film, remercier tous les témoins, remercier par exemple Djihad qui nous a accueillis à Lyon et remercier infiniment notre monteur Lorenzo. Voilà. Ce sera, le message passera. Merci, ce sera donc le mot de la fin cette fois-ci. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette toute première édition de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Je vous rappelle que le média concourt pour obtenir un canal TNT et on l'a appris tout récemment, nous sommes déjà au second tour de la sélection de l'Arcom. C'est une grande nouvelle. Bravo. C'est l'un des plus grands défis de l'histoire du média. Alors soutenez-nous, faites un don en allant sur tnt.lemediatv.fr pour que votre chaîne révolutionne le petit écran et dépoussière le paysage audiovisuel français. On se retrouve ici même jeudi 6 juin pour un autre Face Cachée et le jeudi 20 pour la 2e édition de cette nouvelle émission d'enquête. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.